tous, bienvenue à cette conférence en ligne de la Banque cantonale de Genève. Nous allons parler de devenir propriétaire à Genève et des enjeux qui y sont liés. Tout d'abord, je me permets de vous présenter les participants à ce débat. Tout d'abord, Monsieur Vincent Clapasson, tout de suite à ma droite, directeur de Wüst & Partners, et Monsieur Albert Gallegos, qui est chef des Wealth Solutions, c'est-à-dire la gestion de patrimoine, et spécialiste en planification financière à la BCGE. Durant les interventions, vous aurez la possibilité de poser des questions pendant les interventions et pendant la table ronde qui suivra, qui durera une vingtaine de minutes. Vous avez un bouton en bas à droite de votre écran qui vous permet de poser une question et nous vous demandons évidemment, si possible, de poser des questions relativement brèves et d'intérêt général. Nous allons maintenant avoir un état des lieux du marché immobilier genevois avec M. Vincent Clapasson de Wüst & Partners. Merci Thierry. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravi au nom de Wüst & Partners de participer à cette conférence et de vous présenter dans les 10 prochaines minutes la restitution un peu de l'aperçu du marché qu'on a pu faire et des tendances qu'on peut observer en Suisse, mais évidemment aussi à Genève. Je commencerai peut-être rapidement par un petit aperçu du contexte économique. Alors, on est dans le monde de la banque, donc les banquiers connaissent mieux que ça que moi, mais deux, trois éléments, deux, trois paramètres qui sont importants à prendre en compte et qui peuvent influencer en tout cas la dynamique du marché, notamment genevois. Premier élément, vous le savez, la BNS a baissé à 4, 5, 6 reprises. Maintenant, je ne sais même plus combien il y a eu de baisse, mais en gros, on a baissé le taux directeur de 1,75 à 0,25. Donc, on a rendu de nouveau attractifs les intérêts ou les taux d'intérêt hypothécaires. Ça a eu un élément stimulant sur les investissements, sur la croissance des dépenses au niveau des consommations ou des ménages privés. Et aussi un élément important sur l'activité de la construction, on en reparlera un tout petit peu plus tard. Au niveau de l'emploi, par contre, on voit une contraction de la variation de la croissance annuelle de l'emploi. Donc on a une légère baisse de la variation annuelle de l'emploi, peut-être des premiers signaux peut-être pas d'une récession, mais en tout cas d'une limitation de l'activité économique. Et puis, parallèlement à ça, on a un effet aussi sur le solde migratoire, puisque si on a une contraction de la croissance de l'emploi, on a un solde migratoire qui est légèrement un peu plus limité. Donc, on a eu une croissance démographique totale, parce qu'on a aussi taux de natalité qui est assez faible. On a une croissance de la population qui est inférieure à la moyenne des 10 dernières années, mais qui reste très proche, puisqu'on est environ à 0,9%. On s'attend cette année avec une potentielle limitation de l'activité économique à ce que la croissance de la population soit légèrement inférieure à 0,7%. Par contre, au niveau des ménages, on a encore pour le moment une croissance supérieure du nombre de ménages par rapport à la population. Et puis c'est ce nombre de ménages qui va vraiment influencer le marché immobilier, puisque c'est les demandeurs finalement des unités, que ce soit à la location ou à l'achat de PPE ou de villas. Voilà pour le tour d'horizon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'offre, l'activité de la construction? Donc là, on a eu deux années où ça a été plus compliqué avec la remontée des taux, parallèlement à des réglementations, des contraintes administratives plus soutenues, plus fortes, plus renforcées. On a eu cette hausse des taux qui a un petit peu limité l'activité de construction. Et on voit depuis le début, mi-2024, un retour de l'activité de construction, puisqu'on a environ une croissance attendue dans les investissements dans la construction de 3,4% en Suisse. C'est aussi le cas sur Genève. Par contre, on voit que c'est surtout le cas pour des immeubles locatifs et un peu moins pour des immeubles en PPE ou de la villa. Parallèlement, on voit sur Genève qu'on a une croissance des logements autorisés qui a été très forte, puisque c'est un des cantons où on a autorisé le plus de logements en 2024. On est à un ratio un peu plus de 7,5-8 logements autorisés par 1000 habitants. Donc c'est une forte croissance qui est due à des gros projets qui ont été autorisés à Plan-les-Ouates, à Verrier, Vessy notamment, à Bernay, et d'autres endroits, donc des gros projets qui sont sortis de terre ou qui vont sortir de terre ces prochaines années.
Au niveau de la demande maintenant, alors là on a des éléments assez intéressants et qui ne sont pas homogènes pour la PPE et la maison individuelle. Si on prend d'abord les appartements en PPE, ben on voit depuis 10 ans, 2015, on a eu la baisse progressive des taux avec une activité de la construction qui a été limitée. On a baissé progressivement aussi l'offre potentielle de PPE. Parallèlement, on a eu d'abord un accroissement de la demande, et puis gentiment, elle s'est aussi baissée au fur et à mesure jusqu'à, on va dire, le point d'inflexion à 2021 où on a eu la remontée des taux. Et puis là, on a de nouveau eu une inversion de tendance, une inversion dans les courbes, où on a eu de l'offre qui a commencé à augmenter, et puis la demande qui a continué à baisser, surtout en 2021, 2022, 2023, enfin fin 2021. Quand les taux sont remontés. Et puis maintenant, on sent de nouveau une tendance inverse avec une offre limitée, bien qu'elle pourrait commencer à repartir à la hausse, et puis une demande qui est devenue attractive au niveau de la PPE parce que les taux d'intérêt, en tout cas court terme, sont attractifs. Pour la villa, c'est un peu différent. La villa, on voit qu'on avait tendanciellement toujours un peu plus d'offres que de demandes pendant de nombreuses années, jusqu'en 2019, où là, on a une baisse assez brutale, on va dire, de l'offre, qui a été dû à un élément probablement marquant sur Genève, c'était le fameux moratoire sur la densification des zones villas. Donc on ne voulait pas forcément construire de la villa, on ne voulait pas forcément construire de la PPE, il y avait un peu un flou. Donc là, on a vu une baisse importante au niveau de la demande, de l'offre, pardon. Et puis la demande, elle a plutôt une tendance baissière et remonte progressivement depuis début 2024, depuis qu'on a de nouveau une attractivité au niveau des taux d'intérêt, en tout cas initiaux, parce qu'après, il y a encore des marges qui ont peut-être bougé au niveau des banques. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il y a de nouveau un boom de la demande ou des raisons qui sont positives pour la demande en propriété? Évidemment, les baisses de coûts de financement, on l'a dit, les taux d'intérêt qui sont redevenus attractifs. La croissance démographique qui, malgré une légère baisse, reste positive. Donc, on a quand même de plus en plus de personnes qui arrivent sur le territoire suisse. Peu d'alternatives, ça c'est aussi important à le dire, c'est que parallèlement à la hausse des prix qu'on verra après sur les segments de la propriété, on a eu des hausses très fortes sur le segment locatif. On a environ, sur les 3 dernières années, des hausses de 3 à 3,5% par année sur les loyers de l'offre de logements locatifs, donc peu d'alternatives, ou disons l'acquisition de la PPE est attractive en comparaison du logement locatif. Et puis, alors c'est plus indirect, mais on a de la hausse de la fortune privée parce que finalement l'immobilier continue à croître, donc les dettes sont relativement constantes. On crée de la valeur indirectement par la valeur de l'actif immobilier. Et on sait aussi qu'en période d'incertitude, la Suisse, il n'y a pas que le Francfort qui a une valeur refuge, l'immobilier en Suisse est aussi un actif refuge, que ce soit des villas, des appartements ou des immeubles locatifs. Au niveau des variations, je ne ferai pas très long là-dessus, mais ça c'est assez intéressant aussi de mentionner 3 éléments. Donc ça c'est les variations annuelles du nombre de transactions au niveau suisse. On voit vraiment les crises qu'on a pu connaître au niveau suisse. Donc 2015, on a eu l'abolition du Francfort, enfin du taux plancher, et puis il y a eu une grosse incertitude sur le ralentissement économique qu'allait créer ce ralentissement, donc, cette abolition, pardon. Donc là, on a eu une baisse de variation annuelle du nombre de transactions assez forte. Pour la villa, on a aussi eu une crise économique 2018, et on voit que les villas ont été impactées de manière plus significative que la PPE. Et puis, ces 2 dernières années, 2022 à 2024, quand les taux d'intérêt ont pas mal augmenté, là, on a eu une forte baisse au niveau des transactions, du volume de transactions et du nombre de transactions sur le territoire suisse. On a gentiment une reprise, on est environ à 10% de volume en plus au niveau de la villa, pardon, et 20% pour la PPE, mais on voit que quand on roman, ce n'est pas le cas, on a plutôt des croissances qui sont de l'ordre de 2 à 5%. Qu'est-ce que ça veut dire sur l'évolution des prix? Donc là, on a d'abord l'évolution des prix de PPE. Donc on voit que sur une année, avec l'attractivité des taux retrouvés, on a une évolution positive d'environ 4,4%, qui est supérieure à la moyenne des 3 dernières années, donc qui comprend cette fameuse période où on a eu la remontée des taux. Et on voit qu'en moyenne, sur 10 ans, on a environ 16,4% de croissance des prix, ce qui est largement inférieur à la Suisse, mais qui reste relativement important, et on le verra, je l'expliquerai juste après, quand on va regarder la variation des prix des villas.
Pour les villas, les maisons individuelles, là, on a aussi une croissance sur 10 ans qui est relativement forte, environ 20%. Sur les 3 ans, de 3,4%. Par contre, on a une baisse, on a observé une baisse sur le canton d'environ 1% au niveau des prix des transactions. Et ça s'explique parce que les prix absolus des villas à Genève sont les plus élevés qu'on connaît en Suisse, avec un canton comme Zurich ou maintenant un peu de Zug et Schwyz. Donc on a des prix absolus très élevés. Donc malgré la baisse des taux, la demande reste un peu plus contractée qu'avant. Et donc on a eu plutôt une observation de baisse de prix de transaction sur les villas. Qu'est-ce que ça veut dire en termes absolus ? Pour les appartements PPE, vous avez ici la carte des transactions sur la dernière année. Donc, en gros, un appartement moyen, ce qu'on catégorise, nous, comme un appartement moyen, c'est 110 mètres carrés avec 30 mètres carrés de balcon. Et c'est un appartement qui a moins de 5 ans. On voit que la moyenne sur tout le canton, pour ce type d'objet, appartement PPE, c'est 1,6 million. Et on a des fourchettes qui vont sur le canton avec des communes, on va dire, un peu plus rurales sur l'ouest du canton, où on est à 1,1 million pour cet appartement moyen, et puis les communes un peu plus prisées du centre de Genève ou de la rive gauche, on monte jusqu'à 2,3 millions. Donc on a un range d'environ du simple au double sur ces transactions, et le taux de l'offre est environ à 7,4%. Donc on a quand même une offre qui est présente sur le marché, mais ce qui est logique parce qu'on a beaucoup de liquidités, on a quand même de la demande pour la PPE. Et sur la villa moyenne, c'est environ, alors là on le réfléchit en mètres cubes, mais c'est 920 mètres cubes, 500 mètres carrés de terrain. Donc on va dire que c'est aussi une villa environ de 120 mètres carrés. Là, le prix moyen sur tout le canton genevois, c'est 2 620 000. Et puis par contre, la fourchette globale, elle est beaucoup plus large puisqu'on commence environ à 2 millions. Et pour les communes les plus prisées, Collonges, Colonie, on est en prix moyen à 5,6 millions sur les transactions observées cette année. Donc quand même une fourchette qui va plutôt du simple au triple que du simple au double. Donc beaucoup plus de variations et de volatilité sur les prix des villas. Et là, le taux de l'offre est par contre inférieur à la PPE. Il y a un peu moins d'unités créées, il y a un peu moins d'unités qui sont construites, l'activité est réduite. Là, le taux de l'offre sur tout le canton est environ à 5,4%, donc l'offre disponible de villas. Et je finirai rapidement avec quelques prévisions pour cette année. Donc on l'a vu, on a les taux d'intérêt qui sont de nouveau très attractifs et qui devraient soutenir une certaine demande et soutenir aussi le marché de l'activité de la construction. Donc on devrait offrir plus de logements. Par contre, les objets qu'on va mettre en autorisation, qu'on va commencer à projeter, vont arriver sur le marché d'ici 2, 3, 4 ans. Donc aujourd'hui, le stock reste relativement faible. Donc pour la PPE, on prévoit une croissance encore sur le canton genevois d'environ 4,3%. Et pour les villas, on devrait rester assez stable. L'activité de la construction se réduit parce que les terrains sont de plus en plus rares et puis on a plutôt une logique de densification du territoire. Donc on va probablement être amené à construire de moins en moins de villas. Par contre, la demande est aussi un petit peu moins importante puisque les prix absolus sont élevés. Donc là, on voit plutôt une stabilisation des prix sur l'Arc lémanique et Genève, comparativement à la Suisse, où on voit encore des croissances importantes possibles, parce que les prix au mètre carré et les prix absolus sont beaucoup plus faibles. Voilà, j'en ai terminé, et je repasse la parole à Thierry. Merci beaucoup, Vincent, de ce panorama tout à fait précis. Alors maintenant, nous allons entendre M. Gallegos, qui va nous parler notamment de l'impact fiscal d'un achat immobilier et pas seulement, aussi des bonnes questions qu'on doit se poser. Très bien, merci. Mesdames et messieurs, avant de devenir propriétaire, il faut se poser en effet des bonnes questions. La première question concerne en fait les fonds propres. Est-ce que vous savez assez des fonds propres? Donc je rappelle qu'il faut apporter 20% des fonds propres, 10% doit provenir de vos économies, ça peut être le compte épargne, les placements, le troisième pilier A, voire le troisième pilier B, et 10% de la caisse de pension. Donc, quel est le montant des fonds propres à disposition? Ensuite, vous devez emprunter, c'est le système suisse qui veut ça, 80% environ pour devenir propriétaire. Alors, qui va vous prêter l'argent? Un, c'est la banque, soit c'est des donations ou des avancements d'ORI que vous allez recevoir, soit des prêts familiaux. Donc, mais en général, 80% est financé par des fonds dits étrangers. Quelle sera ma future charge d'impôt quand on est bien propriétaire? Et je vais l'expliquer juste après.
il y a une influence sur l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune. Une autre question importante, est-ce que le bien correspond à ma situation financière? Je rappelle que selon les normes, on ne doit pas dépasser entre les intérêts qu'on paye à la banque et les différents frais 33% de votre revenu brut. Pensez à votre revenu brut, faites 33%, c'est le montant maximal que vous devez consacrer à l'accession à la propriété. Est-ce que je pourrais réaliser d'autres rêves? Un philosophe a dit qu'il faut collectionner des expériences et pas des objets. Vous devenez propriétaire, il faut absolument, je le souligne 3 fois, il faut faire un budget en bonne et due forme. Vous devez amortir, bien sûr, une partie du prêt hypothécaire. En général, c'est le 2e rang, vous avez 15 ans pour le faire ou avant la retraite. Mais il serait dommage d'arrêter de vivre pour devenir propriétaire parce qu'il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie. Et je fais le lien avec les risques, décès, invalidité. En Suisse, sur 10 personnes qui deviennent propriétaires, 7 environ utilisent leur caisse de pension. Donc c'est une source de fonds propres pour l'accession à la propriété. Posez-vous la question, si vous utilisez les fonds propres de la caisse de pension, de l'épargne de la caisse de pension, est-ce que les risques, les prestations de risque liées à l'invalidité et le décès sont couverts? Si ce n'est pas le cas, il va falloir donc conclure des contrats d'assurance pour couvrir ces risques et malheureusement, personne n'est à l'abri. Très bien, voilà les questions à se poser à titre d'introduction. Par rapport à la partie fiscale, donc, je rappelle que l'impôt sur le revenu taxe le salaire, le revenu de l'activité indépendante, toutes les rentes qu'on reçoit de l'AVS ou la caisse de pension, ainsi que les revenus des immeubles ou de la fortune. Quand on devient propriétaire, donc, on va rajouter à votre revenu la valeur locative. Je reviens un peu plus tard. La valeur locative est rajoutée à votre revenu, en tout cas jusqu'à présent, selon le système actuel. Ensuite, vous allez déduire les intérêts de la dette et également les frais d'entretien. Donc, je rappelle qu'à Genève, à partir de cette année, il y a une diminution de l'impôt sur le revenu entre 11,4 et 5,3%. Donc, à Genève, nous allons payer pour cette année fiscale moins d'impôts en fonction de votre revenu imposable. Donc, il y a une diminution quand même importante entre 11 et 5% de l'impôt sur le revenu cette année. Donc, il y a le revenu, mais il y a également la fortune. Alors, qu'est-ce qu'on considère comme fortune? Tous les comptes bancaires, les titres, les immeubles, si on a déjà, la valeur de rachat des 3e piliers B, les voitures, etc. Tous ces éléments-là font partie de la fortune. Lorsqu'on devient propriétaire, on va donc rajouter à votre fortune la valeur fiscale de l'habitation. Je reviens un peu plus tard. Donc, on va rajouter la valeur fiscale du bien que vous avez acheté et on va déduire également le montant de la dette hypothécaire. Est-ce qu'on va payer plus ou moins d'impôts? On le verra juste après. Donc, il y a un impact sur la fortune. Ensuite, il y a l'impôt foncier. L'impôt foncier, c'est un impôt à caractère réel, c'est-à-dire qu'il va frapper le bien immobilier. Et cet impôt, donc, il ne tient pas compte des centimes additionnels qu'on connaît à Genève. Le montant de cet impôt s'élève à 0,2 pour 1000 de l'estimation fiscale. C'est un changement important aussi à partir de cette année. Avant, il était de 1 pour 1000. Donc, il y a l'impôt foncier. Qu'est-ce que c'est la valeur locative? Donc, la valeur locative est un élément théorique. Et en fait, en Suisse, on a essayé d'égaliser le traitement entre les locataires et les propriétaires. Le propriétaire a pu déduire de son revenu les intérêts de la dette hypothécaire et les frais, alors que le locataire, il ne déduit rien du tout. Donc, on a essayé d'établir une égalité entre le locataire et le propriétaire, et la valeur locative correspond à une valeur théorique si vous louez le bien. Ce revenu fictif, entre guillemets, se rajoute à votre revenu imposable. Donc, cette valeur locative brute est diminuée de 4% par année d'occupation pour arriver jusqu'à 40% de déduction après 10 ans. Donc, c'est l'abattement par rapport à l'impôt cantonal et communal. Très bien. Qu'est-ce que c'est la valeur fiscale? Donc, la valeur fiscale est inscrite au registre foncier et se rajoute à la fortune. Évidemment, on a la fortune, la valeur fiscale, moins la dette hypothécaire. L'estimation fiscale, là aussi, à Genève, diminue de 4% par année d'occupation. Et après 10 ans, on va déclarer moins 40% de cette fortune. Également à Genève, à partir de cette année, il y a environ une diminution de l'impôt sur la fortune
d'environ 15%. Donc ça, c'est un élément important également. Quand on devient propriétaire, vous savez, l'obligation d'amortir le deuxième rang, vous avez 15 ans pour le faire ou avant la retraite. Il y a deux manières de faire. Soit vous amortissez de manière directe, c'est-à-dire que vous remboursez le prêt hypothécaire pendant 15 années, en puissant dans votre fortune et vous amortissez la dette hypothécaire, c'est la première option. Et la deuxième option, vous le faites de manière indirecte, c'est-à-dire qu'au lieu d'amortir de manière directe, vous allez utiliser ce qu'on appelle le troisième pilier A, ça peut être un contrat d'assurance vie ou un contrat bancaire, et vous allez amortir, donc accumuler le montant de l'amortissement dans un troisième pilier A, et vous allez amortir simplement après. Quel est l'intérêt de faire ça? Aujourd'hui, c'est que vous allez garder, certes, une dette hypothécaire constante, mais vous allez pouvoir déduire, d'une part, les intérêts de la dette hypothécaire, et d'autre part, le montant que vous allez investir dans un troisième pilier A. Donc finalement, d'un point de vue fiscal, vous êtes gagnant. Il y a également l'imposition sur les gains immobiliers, donc on est bien propriétaire. Et puis si vous souhaitez vendre après quelques années, là vous savez la tabelle qui est affichée. Donc si vous vendez pendant les 2 premières années, le taux d'impôt sur la plus-value est de 50%. Et puis, changement important à partir du 1er janvier cette année, après 25 ans, il y a quand même un taux de 2% de la plus-value. Avant, c'était 0% à partir de 25 ans, changement important à partir du 1er janvier de cette année. Là, vous avez un exemple que vous pouvez lire tranquillement lorsque vous allez donc recevoir cette présentation. Très bien, là j'ai fait un panorama rapide des différents éléments liés à la fiscalité. Donc en conclusion, quand on est bien propriétaire, donc, il y a un impact sur la valeur, l'impôt sur le revenu, puisqu'on va rajouter la valeur locative à votre revenu. Donc vous allez payer un impôt comme si c'était un revenu normal, hein, mais il est fictif. Et puis, par rapport à l'impôt sur la fortune, donc la valeur fiscale du bien moins la dette hypothécaire va impacter votre fortune. Voilà un tour de table rapide sur ces éléments liés à la fiscalité. Merci, Monsieur Gallegos, de cet éclairage très complet. Alors, nous allons passer maintenant à la table ronde. Je vais peut-être commencer par une question pour Monsieur Clapasson. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions en direct en appuyant sur le petit carré rouge. Posez votre question qui se trouve en bas à droite de votre écran. Alors, il devient de plus en plus difficile, je crois que ce n'est pas un secret, de construire une villa à Genève. Il y a peu de terrain, il y a toutes sortes de normes, notamment devoir laisser une surface de pleine terre, etc. Donc, logiquement, ce qui est rare devient cher. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y ait une relative stagnation? Vous parliez d'une petite hausse prévue, mais c'est quand même relativement faible comme hausse. Comment est-ce qu'on peut expliquer que les villas ne coûtent pas de plus en plus cher, enfin encore de plus en plus cher? Alors, deux choses. Elles ont quand même le prix des villas a augmenté. On a vu 22% en 10 ans. Donc, il y a quand même une croissance du prix qui a été relativement fort, qui est moins fort que la Suisse. Mais je pense que l'explication principale, c'est les prix absolus. C'est que c'est des valeurs qui sont déjà tellement hautes que ça devient vraiment difficile. On a vu sur certaines communes, on est à 5 millions pour une villa moyenne. Ça demande des fonds propres qui sont extrêmement élevés, ça demande des revenus qui sont extrêmement importants. Donc on est, malgré, je dirais, le revenu médian suisse qui n'est pas, qui est plutôt bon comparativement au reste de l'Europe, ça reste très difficile. Ça reste très difficile à acquérir pour beaucoup de propriétaires. Donc on a cette difficulté-là du prix absolu, du ticket d'entrée, comme on dit. C'est une barrière qui est assez importante. Oui, donc en fait, on peut dire que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Il y a un moment quand même où ça va s'arrêter de grimper complètement. Enfin, il y a un peu un plafond de verre, probablement. Ouais. Ouais. Voilà, très bien. Alors maintenant, une question, j'allais dire à vous deux, mais on va peut-être commencer par Monsieur Gallegos. Vous avez prudemment parlé des conditions actuelles. Il y a ce projet qui est depuis très longtemps dans le viseur de beaucoup de milieux. La suppression de cette valeur locative, la suppression finalement de la taxation d'un revenu fictif qui peut apparaître un peu particulière, effectivement. Malheureusement ou heureusement, ça dépend de son point de vue politique,
les conditions dans lesquelles on supprimerait la valeur locative ne sont pas exactement celles que souhaitaient les professionnels de l'immobilier, en tout cas, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas la déductibilité, il n'y aurait plus la déductibilité des intérêts. Est-ce que vous pensez que ça va provoquer un impact, une sorte de tsunami sur le marché? Et après, je demanderai à M. Clapasson la même chose. Très bien, merci. D'abord, donc, ce projet a été accepté par le Conseil fédéral et puis par le Parlement. Le délai de référendum arrive à échéance le 19-04, donc dans quelques jours. Et il est clair que ça va bouleverser en fait le marché immobilier, je pense. Parce que c'est vrai qu'à partir du moment où la dette hypothèque, les intérêts de la dette ne sont plus déductibles, alors quel est l'intérêt de garder une dette? Donc dans le projet, il y aura si ce projet est accepté, il y aura des gagnants et des perdants. Les gagnants, en fait, ça va être surtout les retraités qui n'auront pas additionné à leur revenu la valeur locative qui est un revenu fictif. Donc je pense que ce sont eux qui vont être vraiment bénéficiés. D'accord, donc s'il y a une votation populaire, il y a une chance, comme les retraités traditionnellement votent beaucoup, il y a une chance que ça passe, vous pensez? Alors ça, c'est difficile à dire parce qu'il y a eu des cas où, en fait, on ne sait pas, vraiment, on ne sait pas ce qui va se passer, mais c'est certain qu'il y aura un changement important par rapport au marché immobilier, je pense. Eh bien, Monsieur Clapasson, vous partagez ce point de vue? Je partage, je nuancerais peut-être deux choses. Effectivement, sur les objets existants ou les dettes existantes, il pourrait y avoir une tendance à un remboursement, un amortissement un peu plus rapide si on n'a plus de déductibilité des intérêts. Donc on va créer de la valeur directement ou indirectement pour les propriétaires qui sont déjà propriétaires. Ça pourrait arriver. Par contre, sur l'acquisition, le marché est tel qu'aujourd'hui, on a quand même tellement peu d'offres et des développeurs ou des promoteurs qui ont acheté des terrains à des niveaux qui sont relativement élevés, ça va être difficile de se dire, tiens, parce qu'on n'a plus d'intérêt de la dette, on aurait peut-être une correction à la baisse des prix, parce qu'on n'aura pas besoin de s'endetter ou des choses comme ça. Donc je pense que ça pourrait créer finalement, si les conditions d'intérêt sont favorables, de l'amortissement, pourquoi pas, et puis ça pourrait aussi permettre peut-être une rénovation énergétique un peu plus soutenue. Par contre, sur le marché de l'acquisition ou de la première propriété ou sur les prix de l'offre, je pense que ça n'aura pas un impact direct. Et M. Gallegos, vous pensez que avec la baisse des taux, bon, bien sûr, ils peuvent remonter, on craint toujours évidemment qu'ils remontent, mais est-ce que c'est encore intéressant dans la situation actuelle d'être très endetté, puisque finalement les taux ne sont pas tellement importants et donc la déduction ne compense pas la valeur locative? Oui, en effet, l'intérêt hypothécaire étant relativement faible par rapport à l'historique, qui tourne entre 4,7 et 5%, c'est vrai qu'aujourd'hui, garder une dette hypothécaire, ça se justifie dans certains cas, en tout cas le niveau de la dette hypothécaire, et pour cela, il faut absolument connaître quel est votre taux marginal d'imposition. Je rappelle que le taux marginal d'imposition est le taux que j'applique à tout revenu supplémentaire ou à toute diminution du revenu. Le fait d'avoir une dette hypothécaire aujourd'hui, je paye des intérêts à la banque, et donc ça me permet une économie fiscale. Quel est le niveau de l'économie fiscale? Ça dépendra de votre taux marginal d'imposition. Et après, il faut calculer quel est le coût réel de la dette hypothécaire après impôt et le comparer avec le rendement après impôt des différents types de placements avec ou sans risque, y compris le rachat de la caisse de pension. Dans mon expérience de planificateur financier, je constate que parfois c'est beaucoup plus intéressant de garder une dette, puisque les taux sont faibles, à un niveau relativement bas, et puis plutôt investir dans la caisse de pension, et puis amortir la dette, parce qu'on a tous envie d'avoir plus ou moins une dette, mais pas trop non plus, l'amortir la dette hypothécaire beaucoup plus tard. Et là, on va utiliser justement la notion de taux marginal d'imposition. Donc ça dépend de chacun d'entre vous, en fait. Très bien. Alors, question également qui est venue du public, là. Est-ce qu'on connaît la proportion, c'est plutôt à M. Clapasson, mais vous pouvez évidemment intervenir, M. Gallegos, est-ce qu'on connaît la proportion du parc immobilier qui est détenu par des baby-boomers, donc des gens dont on peut, même sans être pessimiste, penser qu'un jour ou l'autre, ils vont quitter cette planète et ils vont léguer leur maison à des héritiers qui ne sont peut-être pas des héritiers directs, donc ils vont avoir des taxes importantes. Est-ce qu'on ne court pas le risque que lorsque tous les baby-boomers vont commencer à décéder, on se retrouve avec des tas de propriétaires qui n'ont pas du tout envie de l'être, en réalité, qui n'ont pas les moyens de l'être, et donc ça pourrait déstabiliser le marché? Alors pour le taux, je ne le connais pas, très honnêtement, ça je ne sais pas. Sur le risque du marché, je pense que là aussi, il faudrait différencier des objets type rendement locatif, où là,
s'ils veulent l'être ou pas l'être, je pense qu'il y aura de toute façon d'autres acquéreurs intéressés. Pour les villas, ce serait à peu près pareil, parce qu'en fait, on peut très bien imaginer des développeurs, des promoteurs qui viendraient ou qui seraient intéressés par ces objets-là. Pour les appartements PPE, c'est peut-être plus compliqué, surtout que les appartements PPE, il y a aussi ce système de fonds de rénovation par rapport à la création d'un montant qui permettrait de faire des travaux, parce que si c'est des baby-boomers qui ont acheté il y a quelques années, c'est probablement des immeubles qui vont arriver aussi en fin de cycle de rénovation. Et donc là, on pourra avoir le double effet de gens qui ne veulent pas forcément cet appartement, puis en plus des besoins de travaux qui sont importants et pas d'argent ou pas de fonds suffisants pour faire ces travaux. Donc là, sur ces types d'objets, je verrais peut-être un petit risque, mais sur les autres objets, un peu moins. Et vous ne pensez pas qu'il y aura un... Ah, pardon, Monsieur Gallegos. Oui, juste pour compléter ça, en fait, on sait que les baby boomers, les personnes qui sont nées après la Deuxième Guerre mondiale jusqu'aux années 66 environ, détiennent la fortune en Suisse. Donc il y a énormément de propriétaires. Je constate, en faisant des planifications financières avec mon équipe, que quand le baby boomer souhaite transférer le bien à ses héritiers directs, je rappelle également qu'à Genève, mais en Suisse en général, il n'y a pas d'impôt sur la succession en ligne directe. Donc ça, c'est un élément important. Par contre, les prix de l'immobilier ont pris tellement de la valeur entre le moment où le baby boomer s'est acheté à 1 million et puis aujourd'hui ça vaut 3 millions, bah, les enfants n'ont pas forcément les moyens de reprendre en fait, le bien. C'est ça le problème. Donc là, deux solutions. Soit on vend le bien et puis on se partage l'héritage, soit il y a un des enfants qui peut en effet assumer le coût, mais c'est plutôt rare. Et vous pensez qu'il y aura assez de demandes si justement tous ces biens arrivaient sur le marché? Je pense aux biens qui seraient détenus par des neveux, des nièces, des filleuls, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y aura assez de demandes pour que ça ne déstabilise pas le marché? Je pense sincèrement que la pression est tellement forte. Hein, hier soir, je regardais les news et puis les nouvelles. Et puis c'est vrai que la Suisse a 10 millions, on y est bientôt. Hein, donc il y a une pression démographique importante. Genève étant un des cantons les plus riches, si on a lu la presse ces derniers jours, on va devenir le canton le plus riche d'ici quelques années. Donc c'est vrai que la pression, elle est très forte. Donc je pense que le marché immobilier va rester quand même assez élevé. Très bien. Alors, une autre question concernant cette fois les internationaux. Est-ce qu'on parle souvent des internationaux qui viennent s'installer à Genève ou en Suisse, mais quelle est l'importance, selon vous, Monsieur Clapasson, des fonctionnaires internationaux sur le marché immobilier? Alors, il a été très important, il est un tout petit peu moins important parce qu'il y a déjà eu des réductions, hormis les grandes annonces trumpiennes de ces derniers temps, mais il y a déjà eu quelques réductions. Et sur le marché, c'est difficile à quantifier. C'était une part non négligeable. Par contre, ça a été aussi bien sur le marché de la propriété, parce que certains faisaient des acquisitions, que sur le marché du locatif ou on va dire des unités assez haut de gamme sur des objets locatifs. Donc, ça, de nouveau, ça s'est dilué un peu sur deux types d'objets. Donc, le risque de concentration est quand même un tout petit peu plus limité. Alors, par rapport à ces internationaux, mais aussi à beaucoup de Genevoises et de Genevois qui n'ont pas les moyens d'acheter en Suisse, il y en a beaucoup qui achètent ou qui s'installent à l'étranger, c'est-à-dire en l'occurrence en France voisine. Monsieur Gallegos, est-ce que quand on a un bien en France voisine, on prend un risque pour sa succession? Oui, en effet, depuis 2014, la France a dénoncé la convention liée à la succession entre la Suisse et la France. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un Genevois qui s'installe en France, qui devient propriétaire en France, c'est vrai que les enfants sont soumis à l'impôt sur la succession. Ce qui n'est pas le cas si on est domicilié à Genève. J'ai passablement des clients qui ont acheté il y a quelques années en France voisine, qui savent qu'ils vont hériter des baby-boomers justement, et donc qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Malheureusement, redéménager à Genève pour justement éviter cet impôt sur la succession, qui je rappelle en France, il frappe très très fort. Pour les enfants, ça peut aller jusqu'à 40%, et si on n'a pas des liens de parenté, environ 60%. Donc c'est énorme. Oui, donc la succession se déroule en partie, enfin pour l'immobilier, dans le pays de résidence évidemment. Et donc même si on est frontalier, on est taxé en France avec le système français. Oui, en fait, en fiscalité, il faut tenir compte de ce qu'on appelle le rattachement économique, c'est-à-dire qu'on va payer un impôt là où le bien est situé. Et le rattachement personnel qui est là où on a son domicile fiscal. Mais c'est vrai que les biens immobiliers détenus en France sont taxés selon le droit français. Très bien. Alors, Monsieur Clapasson, vous avez évoqué les décisions du président Trump. Est-ce que vous pensez que
Bon, évidemment, il est à peu près imprévisible de savoir. On ne peut pas savoir exactement ce qu'il va décider ou s'il va revenir en arrière, aller encore plus en avant. Est-ce que ça va avoir un impact, selon vous, très important sur le marché immobilier genevois et suisse? Alors, c'est encore très tôt et très difficile à le dire. Un premier impact qu'il pourrait avoir, surtout si on conserve ses droits de douane, c'est sur les exportations. Donc, on pourrait avoir un ralentissement économique qui est un peu plus fort que prévu ou des risques de déflation assez importants. Donc là, si on a un ralentissement qui est très élevé, on sait qu'en période d'incertitude, les gens vont moins avoir envie d'acquérir un objet. Il y a une insécurité qui est un peu plus forte. Donc là, on sait que ça pourrait avoir un impact. Mais sur le reste, aujourd'hui, c'est trop difficile à dire. On devrait conserver des taux relativement bon marché ou très très bon marché, même on parlait des comparaisons à 4-5% de ces 30 dernières années. Donc par rapport à ça, la stimulation, elle devrait rester. Mais le reste, c'est encore difficile, c'est assez prématuré parce que, comme vous l'avez dit, ça peut vite changer avec lui. Très bien. Alors une question aussi que se posent nos téléspectatrices, téléspectateurs, c'est comment est-ce qu'on peut connaître la valeur réelle d'un bien immobilier, puisque entre le prix que demande une agence immobilière, le prix que souhaiterait obtenir le vendeur et le prix qu'est prêt à payer l'acheteur, sans parler évidemment, pour ne pas être désagréable, du prix que va retenir la banque, qui généralement est un peu en dessous de ce que pense l'agence immobilière, comment est-ce qu'on trouve le vrai prix ? Alors, je ne sais pas, M. Clapasson d'abord et M. Gallegos ensuite. Je ne fais pas de placement de produits, mais c'est typiquement ce qu'on fait nous. On fait des estimations indépendantes de biens, que ce soit des appartements, des villas ou des immeubles. Donc je pense que le mieux, c'est de s'entourer d'un expert immobilier indépendant qui peut faire une estimation par rapport aux paramètres qui seront liés à l'objet, à l'emplacement, à la conjoncture économique, et puis d'avoir une première discussion avec lui. C'est important en fait de comparer. Alors on dit que derrière le prix d'un bien, il y a un expert, hein, donc c'est comme chez le médecin. Hein. Vous souhaitez être sûr de la maladie, demandez un deuxième avis. Donc pour l'immobilier, je pense que c'est la même chose. Il ne faut pas hésiter à comparer. Et puis en général, la méthode, c'est je fais 3 estimations et puis je fais la moyenne. Si on a les moyens de payer 3 expertises, évidemment. Mais donc voilà, le prix dépend en fait de l'offre et de la demande. Hein. Il y a un aspect subjectif également lorsqu'on achète un bien immobilier. Il n'y a pas que le prix réel, il y a aussi l'image qu'on achète. Absolument. Est-ce que dans votre clientèle, sans trahir de secret bancaire, mais est-ce que dans votre clientèle, vous avez des gens qui surestiment leurs biens immobiliers? Parce que quand on parle avec des personnes qui sont détentrices de biens immobiliers, souvent, ils sont persuadés que leur maison, que leur chalet, leur résidence secondaire vaut une fortune. Et parfois, on a des doutes. Alors, je pense que c'est la nature humaine. Hein, donc, parce que c'est l'endroit où on a élevé les enfants, etc. On intègre en fait dans le prix de vente une valeur sentimentale. Or, celui qui achète, il achète, vous l'avez dit, selon les 3 critères les plus importants, l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Ce sont les critères objectifs en fait. Absolument. Et puis, le temps qu'il faut pour revendre une maison, est-ce qu'il a tendance, une maison ou un appartement, est-ce qu'il a tendance à augmenter ou à diminuer? Je ne sais pas si vous calculez ça. On a les délais de commercialisation, en tout cas les délais d'insertion des annonces sur les portails. Il a plutôt, quand les taux sont remontés, il avait évidemment une tendance haussière, donc on avait plutôt un délai de commercialisation qui était plus long. Et puis aujourd'hui, on voit que ça refait l'effet inverse puisqu'on a des taux d'intérêt attractifs, donc beaucoup plus de gens qui reviennent sur le marché et beaucoup plus de concurrence, surtout sur la PPE et un peu moins sur la villa, parce que encore une fois, la villa, les prix absolus sont quand même plus élevés, donc ça demande un peu plus de temps de commercialisation, et encore plus si on parle vraiment d'objets de luxe ou ultra luxe, avec des niveaux de prix qui sont très élevés. Monsieur Gallegos, alors vous confirmez l'adage selon lequel en principe, il ne faut pas être pressé pour vendre un bien parce qu'on a tendance à devoir ensuite baisser le prix peut-être trop vite et de façon trop importante. Oui, en effet, c'est important. Après, c'est une question de planification en réalité. Hein. Donc, on a tendance parfois à se prendre à la dernière minute, mais ça va par rapport à différentes situations dans la vie. L'achat immobilier, ça se planifie. La vente d'un bien immobilier, ça devrait se planifier. Mais également, bien évidemment, il n'y a pas de formule magique, en fait. Alors, pendant que je vous tiens, est-ce que vous n'êtes pas étonné que, contrairement à la France voisine, par exemple, et à d'autres pays, l'assurance ne soit pas obligatoire, l'assurance perte de gain ou invalidité ne soit pas obligatoire quand vous souscrivez un crédit hypothécaire?
Alors, c'est une question qu'il faut absolument traiter lorsqu'on devient propriétaire, parce que c'est vrai que des accidents dans la vie, ça peut arriver, notamment l'invalidité, le décès. La différence entre d'autres pays et la Suisse, c'est que nous, en Suisse, on a un système de caisse de pension qui est obligatoire à partir d'un salaire d'environ 23 000 francs. Donc, on a des prestations en cas de décès et d'invalidité, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Après, la caisse de pension représente la sensibilité de l'entreprise vis-à-vis de ses employés. Et donc, il ne faut pas hésiter à comparer, en fait, à regarder son certificat de la caisse de pension et voir quelles sont les conséquences si je deviens propriétaire. Je vide la substance de la caisse de pension pour la retraite. C'est certain que j'aurai moins de rente. Par contre, en cas d'invalidité, il y a des caisses de pension où même si vous retirez le montant épargné pour devenir propriétaire, les prestations de risque décès invalidité ne changent pas. Mais ça dépend encore une fois de la caisse de pension. Oui, donc c'est important de bien regarder le règlement. C'est ça. Tout à fait. Est-ce que l'un ou l'autre d'entre vous, je sais que votre métier est d'être réaliste, mais optimiste aussi peut-être quand même, est-ce que vous pensez que les normes qui ne cessent d'augmenter, ce n'est pas un banquier qu'il faut expliquer ça d'ailleurs, est-ce que ces normes ne risquent pas de tuer au bout d'un moment la volonté de devenir propriétaire? C'est-à-dire, par exemple, les normes énergétiques, les changements de chaudière qui sont devenus impossibles dans plusieurs cantons, notamment à Genève, on ne peut plus changer une chaudière à gaz, on doit passer à une pompe à chaleur. Les directives aussi sur les assurances, apparemment, il y a de nouvelles directives qui arrivent régulièrement sur les risques qui doivent être couverts. Est-ce que ça ne risque pas quand même de décourager les propriétaires qui ont déjà parfois de la peine? Alors, je ne sais pas, M. Clapasson. Alors, je pense que ça pourrait. Par contre, il faut quand même remettre dans le contexte que la Suisse, ça reste un marché de locataires. Hein, on a 60-65% de taux de locataires, donc on a 30-35% de taux de propriétaires. Donc, entre guillemets, comme on dit, c'est à la marge. Même s'il y a quelques personnes qui seraient découragées par ces normes, je pense que la demande restera peut-être pas aussi forte, mais restera présente pour l'accession à la propriété. D'ailleurs, on avait fait un sondage que vous avez rappelé tout à l'heure, où il y a environ 50% qui rêveraient d'acquérir, et avec un taux de propriétaire à 35%, même si on a moins de potentiels candidats, on restera armé pour une demande qui devrait persister. Très bien, M. Gallegos. Oui, juste pour rappeler que Genève est un canton particulier, environ 40% d'étrangers à Genève. Et sur la clientèle que je connais, qui me sollicite, sur 10 personnes qui arrivent en Suisse, il y en a 7 environ qui souhaitent rester en Suisse. Et c'est souvent des gens qui viennent d'ailleurs, avec des revenus quand même qui sont importants. Et donc, c'est eux qui aussi vont pousser en fait le marché immobilier. Donc, je pense qu'on va rester plutôt stable. Très bien. Alors, il y a une question pour une précision de la part d'un téléspectateur ou une téléspectatrice. L'impôt sur la succession, donc on vient de l'évoquer, notamment à propos de la France voisine. On demande, est-ce que ça dépend du lieu de résidence ou du lieu de résidence des héritiers ou du lieu de résidence du défunt? Non, ça dépend en fait où la personne qui va hériter habite. Donc, si vous habitez en France voisine et vous savez que vous allez hériter une maison ici à Genève, la France va taxer la valeur nette du bien en France. Donc, c'est là où la personne qui va hériter réside qui fait foi. D'accord, mais par contre, si vous êtes à Genève et que vous héritez d'une maison en France, vous serez aussi taxé selon le système français, parce que l'immobilier est taxé dans le pays. Exact, parce que, encore une fois, on applique la règle de rattachement économique. Le bien immobilier est taxé là où le bien est situé. C'est valable au niveau international, mais également à l'intérieur en Suisse. Voilà, ouais, je pense que c'était important de le préciser parce que beaucoup de gens pensent que leur lieu de résidence implique que ce soit le droit suisse qui s'applique, mais s'il y a de l'immobilier en Italie, en Pologne ou Dieu sait où, évidemment, c'est les droits locaux qui s'appliquent sur le bien immobilier. C'est ça. Parfait. Alors, une autre question, une idée très à la mode, et je pense que vous contrôlez ça aussi, enfin vous étudiez ça aussi chez Wüest Partner, c'est de transformer les bureaux en logements, puisqu'apparemment il y a beaucoup de vacances, enfin on le sait, de bureaux à Genève, même si ce n'est pas le taux le plus élevé d'Europe, loin de là. Beaucoup de gens pensent qu'il serait tellement plus simple de construire des logements, alors là on parle plutôt de locatifs, mais pourquoi pas des PPE également, des lofts, etc., dans des anciens immeubles industriels. Est-ce que ça représente vraiment une piste de solution?
Ça représente une piste. Ça a fait l'objet d'ailleurs d'une étude qu'on publie ces prochains jours sur la transformation de bureaux. On a analysé ça et ça représente potentiellement sur des bureaux, alors au niveau suisse, sur des bureaux qui seraient vacants, 8 à 10 000 logements supplémentaires, plutôt locatifs effectivement, parce qu'il y a d'autres problématiques, typiquement moins de surface extérieure, ce genre de choses. Donc pour l'accession à la propriété ou la PPE, c'est un peu plus compliqué en termes de qualité d'appartement, mais sur du locatif, ça pourrait représenter 8 000 à 10 000 logements, plutôt dans des régions un peu plus en périphérie, parce qu'il faut que les niveaux de loyer soient pas trop différents entre le logement et le bureau pour que ça vaille la peine, finalement, parce que ça représente des coûts de construction assez importants. Et il faut quand même que la construction de base puisse accueillir un locatif, donc notamment en termes techniques, avec les arrivées d'eau, ce genre de choses, et en termes de profondeur de bâtiment pour qu'on ait de la lumière naturelle suffisante, parce qu'elle est supplémentaire, enfin elle est supérieure, les besoins sont supérieurs pour le logement que pour le bureau. Très bien, Monsieur Gallegos, vous avez un avis sur la question des transformations? Je pense que c'est une solution, hein, si on arrivait à trouver le juste équilibre, mais c'est vrai que, étant donné qu'il y a de plus en plus, on le sait, des bâtiments ou des surfaces commerciales vides, pourquoi pas les transformer en appartements ou autre? Ça serait une solution. Voilà. Il y a la question peut-être des normes de bruit, etc., qui peuvent entrer en conflit, mais d'après la statistique que vous nous donnez en primeur, finalement, ouais. C'est intéressant de savoir qu'il y aurait 10 000 possibilités. Il y en a, il y a des projets en cours d'ailleurs sur Genève, Louis Casaï, il y a plusieurs choses, il y a Route de Mérin aussi, les anciens bâtiments de Swisscom pour ceux qui connaissent, Coratry avec un grand assureur aussi qui va faire, donc il y a plusieurs projets qui sont en cours. Alors, on va peut-être, comme on s'approche un peu de la fin de cette conférence, on va peut-être vous poser une question un peu, elle n'est pas piège, du moins je l'espère. Est-ce qu'il vaut mieux être locataire ou propriétaire, finalement, selon vous? Alors, peut-être M. Clapasson en premier, ça donne le temps à M. Gallegos de trouver une manière diplomatique. Ce sera un sentiment et pas sur le côté fiscal. En fait, ça dépend tellement de la situation des gens. Propriétaire, c'est... Quand les taux d'intérêt sont faibles, c'est avantageux si on a les fonds propres et que le budget le permet, mais ça veut dire aussi potentiellement s'engager un peu à moyen long terme sur un objet, parce qu'après on a vu qu'il y a des conséquences fiscales d'impôts sur le gain immobilier, etc. Donc c'est peut-être en fonction de la philosophie de vie ou d'une vision future, de savoir si c'est un bon moment ou pas. En tout cas, économiquement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est pas, vu que les taux d'intérêt sont bas et puis que les loyers continuent à augmenter, c'est pas avantageux ou désavantageux d'être locataire ou propriétaire. Au contraire, en tout cas, propriétaire, c'est plutôt avantageux en ce moment. Alors, Monsieur Gallegos, sur le plan fiscal notamment? C'est une question philosophique en fait, propriétaire ou locataire. Le plus grand investisseur au monde dans l'immobilier n'est pas propriétaire, il est locataire. En réalité, en théorie, il faudrait, avant de devenir propriétaire et habiter dans sa maison, il faudrait avoir des revenus passifs suffisamment pour justement acheter après. Mais ça, c'est la théorie. Après, c'est une question personnelle. On achète un bien immobilier pour donner plus je sais pas, on a des enfants en bas âge, donc c'est important aussi de leur donner un cadre de vie. Mais c'est tellement personnel. Par contre, d'un point de vue fiscal, et en principe, par rapport à l'impôt sur le revenu, aujourd'hui, la valeur locative va augmenter votre revenu. Les intérêts ne sont pas suffisants pour neutraliser cette valeur locative. Vous allez payer un peu plus d'impôts sur le revenu. Très bien. Merci, messieurs, de votre participation et de toutes ces informations qui, je l'espère, auront été très intéressantes pour nos téléspectateurs et téléspectatrices.